Chers invités, chers amis, frères et sœurs et compatriotes, chers journalistes, Ziana et Télésud, en particulier Cyr que nous connaissons beaucoup plus précisément, cher Cyr. Nous avons même l'honneur de recevoir un frère qui est écrivain, cher Gaston Mawungu, chers membres et sympathisants, cher secrétaire Rodrigue Tikati, enfin cher président Jean-Noël Mabiala, et vous tous mes frères en vos grades et qualités. Merci d'avoir répondu positivement à l'invitation de notre mouvement. Maintenant que le projet est suffisamment élaboré et a quitté l'étape du dit projet, nous avons souhaité, aux membres du bureau, insufflé par le président et le secrétaire, faire une conférence pour nous présenter beaucoup plus, comment dirais-je, en profondeur, pour savoir vers où nous voulons aller, ce que nous souhaitons fédérer, et enfin, comme nous souhaitons passer en parti politique carrément. Donc le président vous expliquera tout ça par la suite. Donc nous tenons à vous remercier d'être là. Et si nous avons choisi la date du 25 février, ce n'est pas du tout par hasard. Le président a tenu à marquer cette date-là par rapport à l'ouverture de la conférence nationale du 25 février 91. Ouais, donc on est le 25, ça fait 35 ans, normalement c'est ça, 35 ans. Je me rappelle même bien parce que je suis marié en 91, donc ça fait 35 ans. Voilà, et pour passer à la deuxième étape, à la mémoire des compagnons de lutte tombés au front et de tout compatriote victime de la haine et de la violence qui caractérise l'histoire politique du Congo, en hommage à nos leaders incarcérés arbitrairement et à tous les prisonniers politiques. Une pensée particulière aussi pour nos compatriotes traqués, enlevés et abattus froidement, sans état d'âme, tandis qu'ils sont ligotés. Le nombre exact restera à jamais un mystère, au point d'alimenter les folles rumeurs de sacrifices humains. Pour les populations du Poul, une pensée fraternelle. Cette population dont le supplice est indescriptible, les blessures incurables et le traumatisme insondable. Pour tous ceux que j'ai énumérés, nous souhaitons faire une minute de silence, s'il vous plaît. Merci à tous. Pour avancer dans le programme, donc, je vais laisser la parole au secrétaire, qui va faire le modérateur en même temps, Rodrigue Tikati. Merci pour votre attention. Et pour le programme, on l'a déjà annoncé. Ouais, on l'a annoncé, je pense, oui. L'ouverture de la conférence, c'est moi, donc Justin Bouillou-Wunda. En première partie, il y aura la présentation de l'organisation, qu'on disait. FOC, faire le lien entre la FOC et puis la DPCE. Présentation de la FOC DPCE par Rodrigue, qui est là. Présentation du programme d'activité 2026. Une première séquence de questions et réponses, bien sûr. Et la deuxième partie, ce sera le développement des thèmes de la conférence par le président Jean-Noël Mabiala. Ensuite, autour des 3 objectifs du flyer et des termes de référence. Termes de référence. C'est la manie des sigles. Et puis, il y aura une deuxième séquence de questions-réponses, les interviews en off. La deuxième partie, l'intervention des invités. Et en conclusion, que retenir des termes de référence. Voilà. Merci pour votre écoute. Je laisse la parole à mon frère Rodrigue. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, en vos grades, degrés et qualités, la présente conférence de presse est organisée par la DPCE.
quatrième plateforme constitutive de la FOC. Permettez-moi, au nom de notre organisation, de répondre d'abord à une question essentielle. Qui sommes-nous? La Fédération de l'opposition congolaise, en sigle FOC, constitue aujourd'hui la coalition la plus ancienne des forces opposées aux pratiques antidémocratiques du PCT, parti-État qui sévit au Congo depuis près d'un demi-siècle. Depuis 35 ans, la FOC s'inscrit dans l'héritage politique de la Conférence nationale souveraine de 1991 et dans la continuité des dynamiques de résistance démocratique qui ont marqué l'histoire contemporaine de notre pays. Après la décapitation, le démembrement et l'affaiblissement des partis historiques tels que le MCDDI, le RDPS ou l'UPADES, la FOC demeure aujourd'hui l'un des principaux cadres organisés, héritiers de la volonté exprimée par la Conférence nationale souveraine de 1991. Sortir le Congo d'un système de gouvernement confisqué au profit d'un clan. La FOC est née d'une mobilisation populaire forte, notamment lors de la contestation du changement de la Constitution de 2015. Le pacte de la victoire signé en 2016 entre les candidats de l'opposition avait incarné un espoir d'alternance largement partagé. La FOC affirme sa loyauté et son soutien à nos leaders Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa, détenus depuis 10 longues années. Leur situation demeure, pour nous, une question de justice et de principe. La FOC est composée de 4 plateformes. Le FOCAD, l'IDC, la CJ3M et la DPCE. Elle est présidée par elle a été présidée par Charles Boao, Claudine Mounari et Clément Mirassa. Son président actuel est Jean-Félix Ndembatello, assisté de 4 vice-présidents représentant les différentes composantes. Je vais citer les 4 vice-présidents. Donc, il s'agit de Christian Guénoni, du FROCAD, Jacques Banangazala, de l'IDC, Pierre Kouatana, de CJ3M, et de Jean-Noël Mabiala, de la DPCE. La FOC se veut un cadre structuré, responsable et fidèle aux principes démocratiques hérités de 1991. La DPCE, pour sa part, a été créée en septembre 2023. Elle est une association régie par la loi de 1901 en France, déclarée en janvier 2024 à la préfecture de Lyon. La DPCE se définit comme un espace de mobilisation et de concertation des forces vives de la diaspora congolaise, opposées aux pratiques du parti-État, PCT. Notre vocation est claire, rassembler au-delà des sensibilités idéologiques tous les compatriotes engagés depuis l'étranger afin de contribuer à la reconstitution démocratique du Congo. Nous considérons que la diaspora constitue une ressource stratégique pour la réflexion, l'expertise et la mobilisation citoyenne. Elle n'est pas en périphérique. Elle est une composante à part entière de la nation congolaise. En si peu de temps, la DPCE a posé des actes concrets. Le 12 novembre 2023 à Paris,
Elle a organisé une conférence consacrée à la dénonciation des accords relatifs aux terres de la région du Pôle cédées au Rwanda. Les 23 et 29 septembre 2024 à Lyon, elle a organisé son université d'été, créé un espace de formation et de structuration stratégique. Les 23 et 30 mars 2025 à Nice, elle a organisé une convention mémorielle consacrée à l'histoire de la violence en politique au Congo. Par ailleurs, la DPCI a déployé des antennes à Lyon, Bordeaux, Paris, Aix-en-Provence, Nice, Toulouse et même aux États-Unis. Ces actions traduisent une méthode, réflexion, structuration et responsabilité. Cette année, notre action s'articule autour de 3 chantiers majeurs. Premier chantier, la commémoration de 35 ans de la conférence nationale souveraine. Recueillir les témoignages, capitaliser les acquis, analyser les insuffisances et transmettre la mémoire de cette messe aux jeunes générations. Deuxièmement, 10 ans de détention de nos leaders. Nous allons intensifier le plaidoyer pour leur libération. Et enfin, 5 ans après le décès de Guy Brice Parfait Kolela, nous allons méditer sur son parcours et sur le sens de son engagement politique. Nous croyons qu'aucune nation ne peut avancer en effaçant sa mémoire. En ce qui concerne notre positionnement, la FOC et la DPCE ne se définissent pas uniquement par une opposition politique. Elles se définissent par des exigences, celle de la mémoire, celle de la cohérence démocratique et celle de la reconstitution institutionnelle. Notre démarche est républicaine, structurée et assumée. Elle s'inscrit dans le dialogue, la responsabilité et la fidélité aux principes proclamés en 1991 par la Conférence nationale souveraine. C'est dans cet esprit que nous allons aborder cette conférence de presse. Je vous remercie de votre attention. J'ai dit. Première séquence de questions-réponses. S'il y a quelqu'un qui a une question. La presse. Alors, je suis Sylvain Cosso, Ziana TV. Rapidement, messieurs, nous sommes à l'orée d'une élection, en vote liminaire, on n'en a pas entendu parler. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi cette omission? C'est un événement qui ne vous concerne pas. Vous passez sous silence dans quelques jours, la campagne va commencer. Votre mot préliminaire passe sous silence ce moment important de la vie démocratique du Congo. Qu'en est-il concrètement? Alors, rapidement, je ne vais pas intervenir sur cette première séquence puisque c'est le secrétaire général qui présentait notre organisation. On a choisi pour le déroulement de cette conférence de presse de vous présenter la structure. Et dans un deuxième temps, nous aborderons les 3 thèmes de l'affiche que vous connaissez, c'est-à-dire qu'est-ce que nous pensons de cette élection, et tout se déroulera. Donc, ce n'est pas une omission. On a fait exprès de décaler cette question-là pour le simple fait que depuis le début, nous avons choisi de ne pas nous arrimer à l'agenda du PCT. Donc, soyez rassurés, M. Makosso, nous répondrons à cette question dans la deuxième partie. On a déjà une partie de la réponse, alors on va revenir puisqu'il y a eu une première partie qui présentait la structure. J'aimerais que vous me disiez aujourd'hui quelles sont concrètement vos relations avec la FOC.
vous y faites partie, ou bien vous êtes en voie de scission, puisque j'ai entendu tout à l'heure le secrétaire général, je pense, Le porte-parole, Porte-parole. chargé de la communication. le porte-parole évoquer la création d'un parti futur. C'est quoi concrètement aujourd'hui vos relations avec la Fédération de l'opposition congolaise? Oui, je pense que c'était parti. Ok. Effectivement, la FOC fait partie de... enfin, la DPCE fait partie de la FOC. Donc, dans ma présentation de tout à l'heure, que j'ai cité, on a le FORCAD, on a l'IDC, le CG3M et la troisième composante depuis... Quatrième. la quatrième depuis l'année dernière. Avril 2025. Avril 2025. Donc, c'est la FOC. Donc, nous travaillons ensemble. Donc, pardon ? Oui, de la DPCE. Donc, c'est la quatrième composante depuis l'année dernière. Donc, nous travaillons ensemble. Et cette conférence, certes, elle est organisée par la DPCE, mais ça engage, nous engageons aussi la FOC dans tout ce que nous allons présenter aujourd'hui. Alors, donc on va parler de la DPCE rapidement. On a quand même l'impression, depuis que je ne sais pas si il faut appeler ça un organe, un quatrième pied de l'opposition congolaise est né, c'est vous, Jean-Noël Mabiala, qui en avez eu la responsabilité, mais fort regrettable qu'on a l'impression que c'est une affaire franco-française. Est-ce que vous avez pu installer cette institution ailleurs en France? Toujours le secrétaire général. Oui, je l'ai évoqué dans ma présentation. Effectivement, pour le moment, nous avons des amis au niveau des États-Unis, donc plus précisément à Denver. Et nous envisageons également d'ouvrir des antennes à Londres, donc au Royaume-Uni, en Belgique et en Suisse. Pour 2026 ou 2027, 2028, 2030? Peut-être certainement cette année-ci. Par rapport aux relations avec d'autres forces politiques ici à Paris et en France, quelles sont les relations que vous avez avec les autres entités de l'opposition qui existent sur la place parisienne? Par exemple, aujourd'hui, nous sommes avec le parti de Sambadian Koumbi. Le lycée presse et le concept du devoir de mémoire. Voilà. Donc, nous travaillons, par exemple, ils nous ont porté une main forte aujourd'hui. Nous avons également auprès de l'ARC, qui est représenté aujourd'hui. Nous avons également une plateforme, c'est CAP 242, que nous avons créée. Et dans cette plateforme, nous avons pas mal 4 ou 5 associations qui travaillent avec nous sur certains sujets. Par exemple, lorsque nous avons organisé le mémorium, la convention mémorielle à Nice, donc la plupart de ces composantes-là étaient présentes à Nice pour travailler avec nous. Ça reste un club d'amis, quoi, en fait. Ce n'est pas un club d'amis, ce sont des Congolais, des citoyens congolais qui ont le souci. C'est des partenaires. Oui, qui ont le souci, des partenaires qui ont qui ont le même souci que nous, celui de reconstruire le pays. Hein. À cet effet, donc, on échange avec eux, on a des initiatives, eux également ils ont des initiatives, et puis on essaie de mutualiser un peu ces initiatives au niveau de cette plateforme de CAP 242. Pouvez-vous nous présenter rapidement la représentation ou la représentativité de la gente féminine dans le bureau de la DPCE? Oui, pour le moment, nous avons notre trésorière, notre trésorière qui est une...
Ouais. Ça c'est public ou c'est caché? Non, c'est pas secret. C'est pas secret. Donc, c'est Angela. D'accord. Voilà, nous avons Angela Oui. Mokozimobe qui est avec nous, qui est notre secrétaire. Et aussi Trésorière. au niveau, oui, trésorière plutôt. Aussi au niveau de d'Anvers, nous avons également une compatriote qui travaille avec nous, qui sont en train de créer actuellement qu'on appelle l'antenne des USA. Sur un bureau constitutif de combien de personnes? Pour le moment, le bureau de Denver, il doit avoir au moins 5 ou 6 personnes pour le moment. Donc je parle surtout Le bureau de la DPC. Ah, le bureau de la DPC, nous sommes 12. Donc 12, une femme. Ouais. Il faut féliciter ou bien il y aura des efforts à faire? Ben, il y a des efforts à faire. Nous sommes une structure qui vient de naître. Qui est Donc, net avec 12 bonhommes quand même. oui, qui vient de naître. Donc, on essaie de mobiliser. Hein. Donc, on a Ouais. pas mal par exemple, cette année-ci, on a pas mal d'initiatives. Et à cet effet, bon voilà, donc on va plutôt aller voir tous les Congolais et leur exposer en fait quelle est notre offre politique en fait pour pouvoir reconstruire le Congo. Est-ce que vous avez une vue géographique de cette offre politique que vous le proposez? Vous irez où concrètement? Ben, c'est partout dans le monde. Enfin, Tous les c'est pas- continents, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai dit dans ma présentation, je dis qu'en fait, il y a aujourd'hui, plus que les années précédentes, avant, lorsque le Congolais partait à l'étranger, il partait pour étudier, et aujourd'hui, on se retrouve avec des Congolais qui travaillent, qui occupent des postes importants et qui, dans les entreprises, dans les administrations aussi de certains pays, et qui détiennent aussi d'autres qui détiennent qu'on appelle ça des compétences qui sont nécessaires pour reconstruire le Congo. Et aujourd'hui, il est question d'aller vers eux pour pouvoir travailler ensemble, les rassembler, travailler ensemble et pour offrir en fait pour les Congolais qui sont à l'étranger, pour qu'ils puissent participer à la reconstruction du pays. Juste pour je termine mon tour, hein, juste pour savoir, nous sommes en 2026, l'année vient de commencer, nous sommes au deuxième mois, on vous dirait, d'ici là, en fait, quelle va être l'actualité de la DPC? Oui. Programme, on a annoncé le programme. Oui, on a annoncé le programme tout à l'heure. Donc, cela veut dire que nous allons travailler sur la commémoration ce qui a commencé actuellement avec la commémoration des 35 ans de la conférence nationale. Et ensuite, peut-être le président qui va le présenter, toutes les activités de l'initiative autour de cette commémoration. Donc, il y aura également, nous allons travailler aussi pour la libération de nos amis qui sont en prison, donc Jean-Marie Michel Mokoko, et également André Okombi-Salissa. Et enfin, on va travailler également sur les 5 ans du décès de notre compatriote et membre du FOCAD, cofondateur de l'IDC. Cofondateur donc Guy Parfait Kolela, qui est décédé. Également, bon, voilà, ce sont ces trois points-là qu'on va travailler cette année-ci. D'accord, donc le prisonnier et le mort. Une précision, Rodrigue, si tu permets, puisque le sujet de notre engagement sur le décès de Guy Parfait Brice Kolela est sensible, dans le sens où Guy Brice Parfait Kolela a été cofondateur de l'IDC, mais au dernier moment, il n'était plus actif dans la fédération d'opposition. Nous avons décidé quand même de marquer une attention particulière le jour, ou en tout cas l'année des 5 ans de son décès, pour la simple raison que, tout en n'étant pas pacoïste, puisqu'on peut nous reprocher de faire de la récupération politicienne, nous avons décidé cela parce que Guy Brice Parfait Kolela était ministre de la République.
un ministre de la République qui décède dans des conditions qui restent, confuses, sans faire de procès d'intention. Nous avons pensé qu'il est du devoir de tout citoyen de se souvenir et de son parcours et surtout de réfléchir sur le message qu'il a laissé sur son lit de mort. Donc nous attirons l'attention là-dessus, nous ne voulons pas faire de la récupération de quoi que ce soit, mais nous pensons légitime, nous nous sentons légitimes d'inviter les Congolais à réfléchir sur le message de Kolela. Pratiquement, nous sommes en contact avec toutes les structures qui sont en quelque sorte émanations du MCDDI pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà la précision que je voulais apporter là-dessus parce que c'est un sujet assez sensible. Je voulais juste relancer. Quand je sens bien, on a dit le programme, donc on a les prisonniers, on a les morts, et puis on a les souvenirs. Il y avait 25 ans, ceux qui sont emprisonnés 10 ans, et les 5 ans. Et pour le Congolais, on a fait quoi en fait? Qu'est-ce que vous avez prévu? Quel message voulez-vous donner aux Congolais qui vivent au quotidien, pour lesquels vous levez aujourd'hui, qui attendent sans doute quelque chose, sauf que ce programme, j'ai l'impression que c'est oublié. Lorsqu'on parle de commémoration, par exemple de la conférence nationale souveraine, si je me souviens bien, il y a 12 dossiers qui ont été, ou 12 points qui ont été à l'ordre du jour de cette conférence nationale. Il y a pas mal de sujets qui ont été traités. Il est de notre responsabilité aujourd'hui d'essayer d'ouvrir un peu ces dossiers-là pour savoir qu'est-ce qui a été fait. Et à cet effet, il faut remarquer aussi que la génération de 1991 aujourd'hui est presque à la retraite. On a une nouvelle génération, hein, et passer le message à cette génération-là pour dire que toutefois que le Congo s'est retrouvé en difficulté comme en 1991, les Congolais se sont rassemblés autour de la symbolique du Mbongi, hein, et en toute inclusivité, pour pouvoir parler des problèmes du pays. Et à cet effet, nous allons travailler sur ces sujets-là. D'accord. Mais c'est pas à l'ordre du jour. Donc ça signifie que la DPCE n'a pas d'offre politique à lui proposer. Au Congolais, on a pour l'instant. Sinon, lui dire quand ça chauffe, on se retrouve, c'est ça. Est-ce que vous me permettez ce... Attends, non, pas pour le moment. Pas pour le moment. En fait, c'est pas une question d'offre politique aujourd'hui. Oui. Parler d'offre politique, cela veut dire que je vais peut-être reformuler ma question autrement. Oui. Qu'est-ce que les Congolais pourraient attendre de la DPCE? Ce qu'ils peuvent attendre aujourd'hui, c'est que leurs problèmes soient résolus. Et la DPCE et la FOC n'ont pas la prétention de dire que nous allons résoudre leurs problèmes. Tout simplement pour leur dire que dans notre tradition congolaise, lorsque un pays se retrouve, un pays ou un village se retrouve en difficulté, ce qu'il faut faire, c'est se mettre dans le Mbongi pour pouvoir rassembler tout le monde et discuter sur ces problèmes-là. Et à la suite de ce Mbongi-là, il y aurait des décisions qui seront prises. Mais au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous avancer sur les travaux sur lesquels nous sommes en train de travailler actuellement en ce qui concerne la vision de la DPCE et de la FOC. On va pouvoir passer à l'étape suivante. La deuxième partie, c'est le développement des thèmes de la conférence par le président Jean-Noël Mabiala. Merci Ghislain, merci à tous, merci Rodrigue pour cette première partie. Merci à tous de votre participation, chers amis, mesdames, messieurs. Je veux dire tout de suite que nous nous adressons, c'est vrai, à la diaspora congolaise parce que la DPCE a vocation à mobiliser la diaspora, mais nous nous adressons aussi aux compatriotes qui sont au pays, qui nous suivent à travers les deux médias que nous avons mobilisés, Ziana TV et Global Télé-Sud. Donc merci à tous ceux qui nous suivent depuis le pays. J'ai presque envie de faire une transition avec la dernière question par rapport à, puisque notre ami de Ziana TV a insisté sur cette question. Vous verrez que dans notre déroulé, les 3 points à l'ordre du jour, en tout cas les 3 points au programme d'activité de 2026, sont des points éminemment politiques,
Et nous pensons que c'est par la politique que la Fédération d'opposition congolaise et la DPCE contribuera à la situation, à la résolution des problèmes des Congolais. Nous sommes dans l'opposition, nous ne sommes pas au pouvoir, nous ne sommes pas en situation de faire des promesses aux Congolais. Nous sommes dans un travail de réflexion, d'élaboration, de construction d'une alternative à la situation d'aujourd'hui. Et donc, pour terminer sur ce point-là, je vous précise que si nous évoquons la mémoire, l'expérience de 1991, c'est simplement pour invoquer une force que les Congolais ont eue en ce moment-là et qui a aidé à mettre un terme au premier monopartisme du Congo. Si nous évoquons les 10 années qui sont écoulées depuis que nos amis sont en prison, c'est pour dire formellement et solennellement qu'il est inadmissible que s'engager en politique, s'engager à une élection présidentielle, nous expose à endurer la prison. Voyez ? Et si nous évoquons aujourd'hui la mémoire de Guy Brice Parfait Kolela, c'est exactement dans la même dynamique de dire que nous ne devons pas oublier ceux des nôtres qui se sont engagés dans ce combat. Donc oui, nous n'avons pas un projet aujourd'hui de réforme concrète dans le sens de nous allons réformer l'éducation, nous allons réformer la santé, etc. Mais nous avons une offre politique globale qui vise à trouver le moyen de mettre un terme au régime du PCT. Voilà comment on peut précisément répondre à la question insistante de notre ami Cyr. Alors, sur la deuxième partie, nous allons nous articuler sur 3 axes, ce qu'on appelait les termes de référence. Nous avons déjà, le secrétaire général Rodrigue Tinkati a évoqué le premier terme de référence qui est l'identité, c'est-à-dire qui sommes-nous. Le deuxième terme de référence, c'est la crédibilité, c'est-à-dire en quoi nous prétendons être crédibles, ou en tout cas, comment nous proposons aux Congolais d'apprécier notre engagement. Et le troisième terme de référence, c'est l'efficacité, c'est-à-dire nous allons essayer de vous montrer en quoi nous visons l'efficacité dans notre action. Voilà le point de départ par rapport au terme de référence. Alors, dans cette période historique au niveau mondial, caractérisée par l'incertitude et la perte des repères, la perte de sens même de la parole politique, la Fédération d'opposition congolaise et la délégation permanente des Congolais de l'étranger vous proposent 5 critères pour apprécier l'engagement politique. C'est-à-dire, quand un parti politique naît ou quand un parti politique se déclare, comment on peut apprécier son engagement. Vous voyez ? Nous partons sur 5 critères. Vous allez comprendre et derrière, nous allons montrer en quoi nous nous conformons à ces critères-là. Le premier critère, c'est la cohérence. La cohérence, c'est le fait de garantir une adéquation entre le problème qu'on a identifié et les solutions que nous préconisons. Ça, c'est quelque chose d'essentiel dès le départ. Dans la situation du Congo, un problème, nous n'allons pas revenir sur les diagnostics, mais nous pointons une situation particulière, c'est que le Congo, nous sommes tous d'accord là-dessus, le Congo est pris en otage par un gang. Ça, c'est le premier problème. Donc la cohérence veut que tout ce que nous faisons aille dans le sens de sortir le pays de cette prise d'otage. Le deuxième critère que nous posons, nous, dans notre cheminement, dans notre engagement, c'est la constance. Nous pensons, et le président de la Fédération d'opposition congolaise, Jean-Félix Demba-Tello, est ferme là-dessus, nous pensons que la classe politique congolaise a manqué de constance. Je ne vous cite pas le nombre d'alliances qui ont été montées, faites et défaites, le nombre de changements de camp qui ont mis en danger, qui ont exposé, qui ont même, j'allais dire, le changement de camp qui a mis le feu aux poudres, rien qu'à partir de 91. Donc, nous remettons au cœur de notre engagement la problématique de la constance. Troisième problématique, c'est le courage. Il faut être courageux pour s'engager en politique aujourd'hui au Congo.
On a évoqué la situation des prisonniers politiques. On évoquera, on l'a déjà évoqué aussi, la situation de ceux qui ont laissé la vie. Et on peut comprendre d'ailleurs dans ces conditions-là, pour revenir à une des questions que Ziana TV nous posait, la place de la femme dans ce combat. Ben, évidemment, déjà pour les hommes, ce n'est pas évident. Je ne vous dis pas, nous ne vous disons pas tous qui sont engagés en politique, vous savez à quel point nos propres familles, j'allais dire, nous tirent, nous retiennent par rapport à cette question du danger qu'on court. Donc le courage est quelque chose d'essentiel dans la situation. Quand quelqu'un s'engage en politique au Congo, on peut dire qu'il est courageux. Quatrième critère, la clairvoyance. Avoir des leaders qui voient plus loin, avoir des leaders qui ne se laissent pas abattre par la conjoncture comme celle d'aujourd'hui, c'est essentiel. Voyez ? Et le dernier mot, c'est la confiance. L'une des choses qui a fait que le Congo peut-être se retrouve dans la situation d'aujourd'hui, c'est un problème de confiance. Nous connaissons des situations de traîtrise ou de trahison dans l'histoire politique du Congo. Voilà les premiers éléments que je voulais vous poser dès le départ, avant d'aborder les différents thèmes que nous avons choisi donc de discuter aujourd'hui, notamment, comme je vous l'ai dit au départ, la situation actuelle de campagne électorale. Ça, c'est le premier thème, ce que nous allons droit en disant, c'est une mascarade d'élection, nous allons l'expliquer. Le deuxième thème, et il est au cœur de notre travail cette année, l'histoire, la mémoire de la conférence nationale, surtout les ressorts de la conférence nationale. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'exploit de la conférence nationale hier et aujourd'hui, en quoi ça peut encore être utile. Troisième thème, et ce sera le dernier, et qui est lié d'ailleurs à l'efficacité, c'est qu'est-ce que nous proposons ? Qu'est-ce que la Fédération d'opposition congolaise propose concrètement à court, moyen et long terme ? Et nous nous focaliserons sur le court terme, c'est-à-dire qu'est-ce que la Fédération de l'opposition congolaise propose comme solution pour sortir de la crise multidimensionnelle d'aujourd'hui. Voilà les trois thèmes que nous avons choisis pour la conférence d'aujourd'hui et nous allons essayer de les décliner. Par rapport à... Donc je vais faire en quelque sorte un va-et-vient entre les critères que j'ai posés et ces thèmes-là. Okay ? Par rapport à la cohérence, c'est au nom de la cohérence et de notre constance aussi, en tirant les leçons de l'expérience passée, que nous avons qualifié l'élection présidentielle de mars 2016 de mascarade. Voyez ? Pourquoi ? Parce que la cohérence avec les recommandations de la Charte africaine de démocratie, la Charte africaine de démocratie des élections de la gouvernance, ratifiée par le Congo, on voit bien que le Congo n'est pas cohérent puisqu'il ne respecte pas cette charte. Donc, vous voyez pourquoi j'ai mis en amont le critère de cohérence. C'est au nom donc de ce critère-là que nous avons décidé que nous qualifions cette élection de mascarade. Alors, l'autre point qui ressort toujours par rapport à ces critères, c'est la cohérence et la constance nous permet, nous, Fédération de l'opposition congolaise, de refuser d'accompagner le président Sassou dans son simulacre actuel. Pourquoi ? Quel est le rapport avec la cohérence ? Nous avons, le peuple congolais, en 91, a vomi le régime de M. Sassou. Le peuple congolais s'est organisé pour mettre un terme au premier monopartisme. En 1997, il y a eu un coup d'État. Aujourd'hui, avec le temps, on ne peut plus jouer avec les mots. Il est clair qu'il y a eu un coup d'État contre l'État du Congo, contre la démocratie en 1997. La cohérence veut que ceux qui ont arrêté le régime du PCT en 1991 dénoncent le coup d'État. Voilà la cohérence. La cohérence veut que ceux qui ont dénoncé le coup d'État en 2015, d'ailleurs de 1997 à 2015, restent du côté des idéaux de la conférence nationale. C'est ça la cohérence et c'est ça la logique. Vous voyez ? La cohérence veut que en 2015, au moment où on décrète le changement de la Constitution, les mêmes forces qui ont barré la route au PCT en 1991 puissent se lever. Je m'arrête là avec ce parallèle. Et vous comprendrez qu'aujourd'hui, il est possible de faire une distinction, une démarcation entre les forces cohérentes qui ont participé à la conférence nationale et les forces cohérentes qui ont dénoncé le coup d'État
et les forces cohérentes qui ont dénoncé le changement de la Constitution en 1995. Et vous verrez aujourd'hui, et je peux vous citer des noms, au Congo, heureusement, beaucoup sont décédés, mais il reste des vivants. Des personnalités comme la personnalité de Clément Mirassa est cohérente de ce point de vue. Des personnalités comme la personnalité de Jean-Félix Dembatello est cohérente de ce point de vue. Et des personnalités comme la personnalité de Michel Mampouya est cohérente de ce point de vue. Et une personnalité qui a été à l'ombre en 1991, mais qui a été efficace, c'est Jean-Marie Michel Mokoko. Et il est cohérent dans cette démarche-là jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi un des éléments sur lesquels nous pensons, nous refusons d'accompagner le PCT dans sa logique d'aujourd'hui. Dernier élément de la cohérence, la constance, c'est quand on a connu le braquage des urnes en 2016, à l'heure où nous avions toutes les forces. 2016, nous avions 5 candidats engagés. Nous avons éliminé, il faut appeler un chat, nous avons réussi à éliminer M. Sassou dès le premier tour. Avec les 5 candidats que vous connaissez, dont vous connaissez l'envergure, la personnalité politique dans l'histoire du Congo. Madame Mounari, M. Kolela, parfait, M. Okombi, Jean-Marie Michel Mokoko, Pascal Tsatima Biala. Quand on prend ces 5 personnalités, nous estimons qu'aujourd'hui, les compatriotes qui ont décidé d'être candidats à cette élection ne réunissent pas les conditions que nous avons réunies en 2016. Voilà, chers compatriotes, chers amis, pourquoi la Fédération de l'opposition congolaise, tirant les leçons de ce passé, a refusé d'accompagner le pouvoir dans le scénario d'aujourd'hui. Donc, pour résumer cette partie, quelle différence entre 2016 et 2026? Elle est simple. 2016, nous avions la légitimité populaire qui a été marquée par le soulèvement de 2015 au moment du changement de la Constitution. En 2016, nous avions des candidats crédibles et je pense, vous avez tous, peut-être pas pour les jeunes, mais les compatriotes congolais savent qu'en 2016, nous n'avions pas le discours ni d'accompagnateur, ni de vendu, mais pas, j'allais dire, dans la dimension qu'on a aujourd'hui. Nous n'avons pas entendu en 2016 où est-ce que Mokoko a eu les 25 millions pour de candidature, où est-ce que parfait. Vous voyez, ces soupçons-là, nous ne les avions pas. C'est pour ça que nous pensons qu'à cette époque-là, nos candidats étaient plus crédibles. Vous voyez, à cette époque, encore dans la différence, c'est l'unité que nous n'avons pas aujourd'hui. Vous voyez, nous sommes partis sur 5 candidats qui ont signé une charte de la victoire, signe d'unité. Cette condition-là n'est pas réunie aujourd'hui. Pour terminer sur cette élection, nous pensons simplement que, vous voyez vous-même dans les conditions dans lesquelles elle se déroule, c'est une fuite en avant. Le régime ne fait pas face aux responsabilités. Le régime ne fait pas face à la crise aujourd'hui qui cisaille le pays. Ai-je besoin de vous rappeler depuis combien d'années les hôpitaux de Brazzaville et du Congo sont en grève, le personnel des hôpitaux est en grève? Ai-je besoin de vous rappeler depuis combien de mois, d'années, les enseignants n'ont pas leur salaire? Ai-je besoin de vous rappeler que la grève s'étend jusqu'au personnel des collectivités locales des municipalités? Et je n'irai pas dans le détail de la crise sociale que vivent les Congolais. Juste quelques exemples. Nous allons partir en campagne aujourd'hui. Nous avons tous vu le président candidat, qui a lancé sa candidature d'ailleurs avant tout le monde, à Pointe-Noire. Vous avez vu ce que le président Sassou a fait à Pointe-Noire? Il est allé inaugurer le marché de Pointe-Noire. Le marché de Pointe-Noire a été détruit depuis 10 ans. Il a fallu 10 ans pour reconstruire ce marché. Et les mauvaises langues disent même que ce qu'ils ont inauguré aujourd'hui, c'est un chantier non terminé. Je ne fais pas dans la politique politicienne. J'interpelle seulement les compatriotes sur la situation des mamans, des papas qui avaient leur table au marché à Pointe-Noire. Donc pendant 10 ans, ils ont erré. À un moment donné, ils se sont réfugiés au marché de Tietie. Le marché de Tietie a aussi été détruit en vue de reconstruction. Donc, nous voyons à quel point cet État, ce régime, est dans une démarche de fuite en avant. Je ne vous parle pas de cette élection, cette campagne qui est un gouffre financier.
Un seul exemple. Vous avez vu la réunion de lancement de la campagne. Un candidat, parmi d'autres, qui lance une campagne en présence du président de l'Assemblée, le président du Sénat. Ils sont invités à la réunion de campagne d'un candidat. Je vous laisse, pour ceux qui savent comment fonctionne une démocratie, avec la séparation de pouvoir, je vous laisse analyser. Mais le pire, c'est quoi? Quand je parle de gouffre financier, j'allais dire de détournement tel quel. Je ne parle pas des autres détournements au trésor public, je parle là de la situation concrète. Tous les membres du gouvernement sont engagés dans la campagne de M. Sassou. Prenons 15 jours de campagne. Qui va payer leur salaire pendant les 15 jours? Est-ce que vous imaginez que M. Sassou aura l'éthique d'enlever 15 jours de salaire de ses ministres pendant qu'ils sont en campagne pour lui? Voilà, je crois que c'est des choses qu'il faut souligner pour mettre le doigt sur l'incohérence et peut-être, le cynisme de ce régime. Vous voyez, autre élément qui est associé à cette campagne ou à la personnalité de M. Sassou, la sécurité et la paix. Je me rappelle encore, je crois que c'est 2015 ou 2014, M. Sassou a tenu un discours à Kinkala où il a encore une fois menacé les gens en leur disant « Ceux qui risquent de menacer la paix, c'est des gens qui ne se sont jamais blessés à la langue, qui ne connaissent pas le goût du sang. » Rien que cette formule-là, et quand on voit ce que ça fait 10 ans plus tard, M. Sassou et son régime nous a fait goûter, nous a fait apprécier le goût du sang. Je pèse mes mots, chers compatriotes, et j'aimerais juste attirer votre attention sur ça, parce qu'on passe vite sur ces choses-là. Voyez? Donc, cette situation, le prétexte de sécurité est un fallacieux prétexte. M. Sassou et le PCT ne sont pas gages de sécurité, c'est un euphémisme de le dire comme ça. Dernière chose, c'est à l'attention des investisseurs et des partenaires étrangers. M. Sassou passe pour le garant de la stabilité. Mais on parle de quoi? D'immobilité, d'immobilisme? Plutôt. Stabilité de quoi? Quel investisseur sérieux irait investir aujourd'hui au Congo? Qui? Voyez? Et vous savez, j'ai entendu, vous l'avez vu vous-même dernièrement, je pense que c'est M. Christelle Denis Sassou Nguesso qui parlait de son expérience en tant que ministre de la coopération internationale, je ne sais pas, du partenariat public-privé, et qui déplorait le manque d'études par rapport aux investisseurs. Quand on dit ça face à un journaliste qui ne fait pas la contradiction, ça s'entend. Mais qui connaît un investisseur sérieux qui engage un projet sans avoir fait lui-même l'étude de faisabilité préalable? L'étude de rentabilité. Tous les paramètres d'un projet, une étude fait partie de la conception d'un projet. On n'attend pas d'aller voir l'interlocuteur en face, et en l'occurrence un gouvernement pour lui dire « montrez-nous vos études ». Ça, c'est la première incohérence de ce discours. La deuxième, mais le ministère de M. Christelle Nguesso n'a pas d'administration. La question, c'est quelle coopération il a avec les autres ministères ressources. S'il veut vendre des produits agricoles, s'il veut faire intervenir des investisseurs dans l'agriculture, c'est la moindre des choses que les études viennent du ministère de l'Agriculture, pas de son ministère à lui. Voilà, donc des tas de choses qu'on peut évoquer longtemps ici et on n'en finirait pas. Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons qualifié cette élection de mascarade et surtout de plutôt prétexte qui ne tient pas la route. Et nous n'irons pas à cette élection dans ces conditions-là. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Donc ça, c'était la partie crédibilité que j'ai évoquée. La dernière partie, c'est la partie efficacité. Dans l'univers où le monde a tendance à s'absoudre de toute responsabilité, la force se démarque de toutes les forces politiques du Congo en adoptant une démarche qui place le souci d'efficacité au cœur de son engagement. Nous conjuguons obligation de moyens avec obligation de résultats. Nous nous imposons d'avoir des résultats. Et vous me direz, mais on ne les voit pas. Oui, parce que nous avons un projet à 3 temps. Court terme, moyen terme, long terme. À court terme, nous travaillons à arrêter la machine infernale du PCT. À moyen terme,
Évidemment, nous allons voir tout à l'heure les conditions que nous proposons par rapport au sortir de la crise. À moyen terme, c'est rassembler les Congolais pour, dans l'esprit de la conférence nationale de 1991, pour bâtir ensemble, échafauder ensemble un plan de reconstruction du Congo. Et à long terme, évidemment, une fois que nous aurons libéré le pays, toutes les forces politiques seront libres de repartir chacun dans sa chapelle, dans son parti, pour lancer la concurrence, le débat politique concurrentiel. Voilà les éléments que nous mettons par rapport à l'efficacité. Et je passe à quelque chose qui nous est fondamental et qu'on a évoqué souvent. Ce sont les préalables que la Fédération de l'opposition congolaise pose à tout débat, à toute démarche, à toute concertation pour rechercher des solutions pour le Congo. Il y a 3 préalables. Le premier, c'est la libération des prisonniers politiques sans condition. Je verrai plus loin en quoi ce préalable est fondamental. Le deuxième, c'est l'adoption d'une loi d'amnistie pour les compatriotes exilés. Et le troisième, c'est l'organisation d'un dialogue national inclusif. Pour nous, ces conditions-là ne sont pas discutables. Ces conditions, nous les posons à la fois aux autres partenaires de l'opposition et au pouvoir en place. Pourquoi aux autres partenaires de l'opposition? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne croyons pas que nous puissions nous asseoir autour d'une table, même entre oppositions, s'il y en a qui contestent le préalable, la libération des prisonniers politiques. C'est pour ça que nous écartons dans notre démarche ceux qui vont à l'élection aujourd'hui. Nous avons entendu des candidats dire « Je vais à l'élection, je gagne, j'irai libérer Mokoko ». Soyons sérieux. Je pense même par éthique et par... Je ne sais pas. On devrait se gêner de tenir un tel propos. Donc imaginez Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa, là où ils sont, d'entendre qu'un candidat a dit « Attendez-moi, je vais gagner l'élection, je viendrai vous libérer ». Quand bien même il aurait l'intention, à mon avis, il ne devrait pas le dire. Voilà du point de vue des conditions que nous posons. Évidemment, nous sommes ouverts à la discussion avec les autres, mais pas sur ces questions-là. Et nous pensons qu'il n'y a aucune raison qu'on ne s'accorde pas sur ces questions. La dernière partie que je vous propose par rapport à l'efficacité, et c'est la première fois que nous faisons cette déclaration, nous pesons les mots et je vous prie de prêter attention. Nous ne présentons pas des préalables en objecteur de conscience, c'est nous qui avons la science infuse ou c'est nous qui avons la vérité. Nous avons posé des conditions, maintenant nous proposons des voies de solution. Pour proposer des solutions à la crise du Congo aujourd'hui, et vous verrez pourquoi nous avons mis l'accent sur l'histoire de la conférence nationale. C'est que nous pensons que la première des choses, c'est désigner les réalités, nommer les réalités et surtout essayer de s'accorder sur la cause, le problème du Congo aujourd'hui. On connaît le problème, la prise en otage du pays par un clan. Mais on passe à côté de, j'allais dire, le moteur, le facteur sous-jacent. Je vais vous faire court. Nous pensons, et nous proposons à votre réflexion, nous pensons que l'histoire du Congo a commencé à dévier, a commencé à tourner en vrille le jour qu'il y a eu confusion, le jour que l'armée est sortie de sa place. Je vous fais un historique rapide. Rappelez-vous la chute de Massamba Deba. Je pense que c'est là que ça a commencé. En 68, regardez l'histoire. Moi, je suis tombé sur un article de Mingwa qui était intéressant là-dessus, qui a montré comment la GMNR, donc une milice, commençait déjà à se disputer avec l'embryon de l'armée nationale populaire. Rappelez-vous la libération de Marien Ngouabi. Et à ce moment-là, le Congo était sorti de la démarche où l'armée était une force républicaine qui ne se mêlait pas de politique. Et pendant de 68, 67 jusqu'en 77, nous avons vécu 2 ans où l'armée populaire nationale naissante a travaillé pour évincer les autres forces de milice. Le concept de milice est parti de là. Nous le découvrons en 93. Mais le concept de milice est parti de là. Donc pendant 10 ans, l'armée populaire a fait tout pour évincer. Et rappelez-vous, prenez les documents. On ne sait pas où était l'armée officielle en ce moment-là. Quand la GMNR et la nouvelle armée populaire se battaient,
On ne sait pas où était l'armée. L'armée était mise, j'allais presque dire, hors jeu en ce moment. Et à mon avis, à notre avis, le problème est parti là. Une fois qu'on a identifié le problème, vous comprenez que la recherche de la solution sera s'attaquer à ce problème. Voyez ? C'est pour ça que nous pensons que le problème, c'est le recours à la milice. Le recours à la milice, c'est l'incarnation de la militarisation de la politique. C'est l'incarnation de la politisation de l'armée. Encore une fois, je vous fais court. Quand on prend le discours d'un certain général Oboa, vous voyez la notion, la consécration de la politisation de l'armée. Tout le discours qu'il a tenu, c'est un discours politique. Voilà. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire, appelons un chat, désignons, trouvons, identifions le problème. Pour nous, je vous propose que le problème, c'est celui-là. C'est la milice. Donc, milice de 68 à 77, milice 93, 94, 95. Et là, les milices ont été formellement constituées. Et vous verrez que les rares des fois que l'histoire du Congo a été glorieuse, c'est quand on a réussi à mettre l'armée hors jeu. C'est Jean-Marie Michel Mokoko en 91 qui a mis l'armée hors jeu, c'est-à-dire qui a mis l'armée à sa place. Et nous avons eu droit à la conférence nationale. Vous voyez, en 2015, puisqu'on n'avait plus un général Mokoko à l'état-major, vous avez vu ce qui est advenu de nos populations en 2015, au moment de la manifestation contre le changement de la Constitution. En 2016, puisque nous n'avions plus un officier militaire digne de son nom qui puisse s'ériger en barrière, en barricade, comment on appelle ça, en bouclier face aux politiques, vous avez vu, et jusqu'aujourd'hui, les guerres du pool, c'est quoi? C'est l'absence d'éthique, l'absence de force politique qui mettent l'armée à sa place. Voilà. Une fois que nous avons identifié le problème, chers amis, la discussion ne va pas s'épuiser aujourd'hui. Nous ouvrons cette discussion-là pendant le temps qui viendra. Une fois qu'on a identifié, quelle est la solution? Pour nous, la solution est simple. C'est ceux qui ont fait le projet comprennent mon raisonnement. Hein. Une fois qu'on a identifié le problème. Dans le problème, on a même les éléments de la solution. Vous voyez? Une fois qu'on a trouvé que le problème, c'est la militarisation, la solution, c'est la démilitarisation. Donc, désarmer l'espace politique. Il faut désarmer l'espace politique. Il faut renvoyer l'armée à la caserne, il faut reconstruire une armée républicaine, expurger de tous les greffons qu'on a déversés à chaque guerre. Chaque guerre civile, on a décidé d'intégrer les miliciens dans l'armée. Je ne sais pas, je ne peux pas m'aventurer là-dessus. L'histoire nous dira peut-être que M. Oboa était un cobra. Je ne sais pas. Mais qui n'est pas cobra dans le régime de M. Sassou aujourd'hui? Voyez? Donc, pour nous, la solution, elle est là. Encore un point qui a échappé à beaucoup de gens, les historiens s'en apercevront. À chaque changement de régime au Congo, il y a un concept qui a circulé. Dans l'administration comme dans l'armée, c'est l'équilibre des forces. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce concept. Moi, j'ai discuté avec des officiers militaires et de la police. Ils m'ont dit, à chaque fois, même le passage de Youlou à Massamba, il a fallu équilibrer les forces. Donc, les pros de Massamba devaient rentrer, prendre des places. Évidemment, quand Gwabi est arrivé, l'équilibre des forces a été un concept. Pendant tout le mono, l'équilibre de force a été un concept. Et vous voyez le résultat de l'équilibre de force. Regardez comment les cobras ou les sympathisants de M. Sassou, je ne parle pas, ce n'est pas une question d'ethnie, mais comment les sympathisants de M. Sassou sont à tous les postes. C'est ça qu'ils ont appelé équilibre de force. Lissouba est tombé, a eu la même problématique. Quand Lissouba est arrivé, il a trouvé, j'ai un officier qui m'a dit, Lissouba récemment élu, il a trouvé sur la table un dossier, président, il faut équilibrer les forces. Dans l'armée, nous, sudistes, on est tant, les nordistes, on tant. Dans l'administration, ce concept, très chers amis, je vous invite à y réfléchir. Nous devons trouver le moyen d'arrêter ce concept. C'est fondamental. Évidemment, demain, vous me direz, on fait quoi de cette pléthore d'officiers qui sont à la botte de M. Sassou? On trouvera les solutions. Mais on doit arrêter ce concept d'équilibre de force. Et dernier point, par rapport aux solutions que nous proposons, c'est nous exhortons la communauté nationale, nous exhortons le peuple congolais à un sursaut national. Un sursaut national qui nous ramène à ce que nous avons fait en 91. Nous devons nous rassembler. La solution est un rassemblement. Une fois que nous aurons réussi
à démilitariser l'espace politique, nous devrons nous rassembler. Et peut-être le faire avant, nous rassembler avant et démilitariser l'espace politique. Nous devons rassembler tout ce qui est épars autour des hommes, autour de la volonté de construire le pays et autour des hommes. Et nous pensons aujourd'hui, c'est quelque chose que je dis, vous me direz, vous prêchez pour votre chapelle, nous pensons aujourd'hui, et vous verrez le fil conducteur de tout ce que je dis, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Alors je ne parlerai même pas du général Jean-Marie, le citoyen Jean-Marie Michel Mokoko, remplit les conditions pour nous aider à faire et renvoyer l'armée à la caserne et rassembler les Congolais. 2016, il a démontré qu'il peut rassembler les Congolais. Pourtant, il n'a pas battu campagne. Vous voyez ? 2016, en 1991, il a démontré qu'il peut tenir les troupes. Chers amis, chers compatriotes, ce message était important. Je pense que c'est la première fois que vous l'entendrez. J'ai peut-être pris des risques, mais c'est des risques politiques. Le concept d'équilibre de force, c'est un concept pernicieux. Demain, aux responsabilités, ce concept peut m'être flanqué. Je l'assumerai. Je l'assumerai. Pour terminer et conclure sur cette partie, je me contenterai de revenir sur les concepts que je vous ai donnés dès le départ, rapidement. L'identité, je pense, à mon avis, c'est, comme Rodrigue vous l'a présenté, c'est notre originalité. La FOC, aujourd'hui, n'était pas assez bien connue. Nous espérons vous avoir bien présenté la FOC. Nous espérons vous avoir bien présenté la délégation permanente des Congolais de l'étranger. Depuis sa création, justement, ça fait près de 10 ans aujourd'hui, on avait pas mal de confusion. On se demandait que fait la FOC, qu'est-ce que la FOC, vous le savez aujourd'hui. La DPCE elle-même, vous venez d'apprendre ce que c'est, mais au-delà de vous dire qu'est-ce que la DPCE, je vous dirai surtout le travail que nous faisons pour... Voilà, le travail que nous faisons pour rassembler les forces politiques de la diaspora. Et c'est ça qui est important. Vous voyez, au moment où la DPCE passe dans la position de 4e force de la Fédération d'opposition congolaise, nous ne contentons pas de savourer notre place politique parce que c'est une place importante dans l'espace politique congolais. Nous trouvons le moyen, l'ouverture d'esprit, d'associer d'autres partenaires. C'est ce que Rodrigue, le secrétaire général, vous évoquait tout à l'heure avec le CAPD 242. Le CAPD 242, c'est le collectif des associations, des acteurs politiques et acteurs de la société civile de la diaspora, mobilisés pour participer à cet effort de mettre un terme au régime du PCT. Vous voyez, l'importance, c'est quoi? Parce que nous avons conscience que tout le monde ne peut pas être obligé d'adhérer à la fédération de l'opposition. D'abord, la fédération de l'opposition n'est pas une fédération de personnes, c'est une fédération de partis politiques et d'associations politiques. Donc, nous créons cet espace, c'est comme un trait d'union. Donc, je vous prends l'exemple. Notre ami Jean-Richard qui est là n'est pas membre de la DPCE. Il n'est pas membre de la Fédération de l'opposition congolaise. Mais nous travaillons par le biais du CAPD 240. Donc, j'invite tous les amis qui sont dans la salle aujourd'hui, qui ont des associations politiques, à nous retrouver pour voir comment vous pouvez participer à cet espace ouvert sans renoncer à votre identité politique, sans renoncer à votre particularité, mais qu'on trouve un cadre de travail ensemble. Voilà l'essence même de la notion de CAPD 242. Voyez, nous avons aujourd'hui, depuis que nous sommes passés 4e plateforme de la Fédération de l'opposition congolaise, nous entrons au Conseil fédéral de la Fédération de l'opposition congolaise. Au Conseil fédéral, nous avons 21 places. Le bureau de la DPCE est en train d'étudier la possibilité que sur les 21 places, nous, 20 en fait, parce que moi j'ai une place d'office en tant que président de la DPCE et en tant que vice-président même de la Fédération de l'opposition. Donc sur les 20 places qui restent, nous sommes en train d'étudier. Moi j'ai fait la proposition au bureau de la DPCE qu'on trouve 5 places pour nos partenaires, nos amis qui ne sont pas membres de la DPCE, qui ne sont pas membres de la FOC, que par le biais, par notre touchement, par notre passerelle, ils participent au Conseil fédéral de la Fédération de l'opposition congolaise. Voilà les quelques éléments que je voulais vous citer. Le dernier mot, vraiment le dernier, c'est un message que j'aimerais adresser aux compatriotes, au peuple congolais aujourd'hui, justement par rapport à l'échéance électorale.
Chers amis, chers compatriotes, vous avez suivi sûrement la déclaration du directeur de campagne de M. Sassou, M. Pierre Moussa, qui a identifié comme principal adversaire à leur campagne l'abstention. Eh bien, dans ces conditions, peuple congolais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le 12 et le 15 mars, je pense, restez chez vous. Restez chez vous. Je n'ai rien à vous apprendre. Vous n'avez rien à gagner avec cette élection. Ça, c'est le premier message que je voudrais adresser aux compatriotes. Le deuxième et le dernier, c'est, je vous en prie, méditons sur ce que j'appellerais la parabole de la tête du cabri. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose tous. Dans nos langues, imaginez la tête du cabri. Il y a une parabole qui dit que la tête du cabri, même coupée, garde les yeux ouverts. La tête du cabri garde les yeux ouverts. Pourquoi? Pour voir où partent ces partis. Pendant que, autour du festin, chacun prend son morceau, qui prend la jambe, qui prend, etc., la tête du cabri garde les yeux ouverts. C'est une démarche de résilience, en fait. Quand nous, on a le sentiment d'avoir éliminé le cabri, c'est fini, il est mort. La tête du cabri garde les yeux ouverts. Pourquoi? Parce que le jour du jugement viendra. Et en ce moment-là, la tête du cabri saura qui avait pris ses partis. Vous voyez? Vous avez compris par là que je pense à tous les détournements de fonds qui se passent aujourd'hui. Je pense à tous les crimes qui se commettent aujourd'hui. Le peuple congolais devra rester une tête de cabri. Le corps mort, mais les yeux ouverts. Vous voyez? Et le dernier mot, c'est celui-là. Nous devons savoir que le temps est un juge implacable. Et nous devons savoir que les crimes de sang sont imprescriptibles. C'est mon dernier mot. Je vous remercie de votre attention et le combat continue. Merci. On va passer à la deuxième séquence de questions-réponses. Peut-être que Télésud prendra le relais, non? En attendant. Soit, vous avez fait mention, j'ai mis ma plus bas, journaliste pour Télésud, Global Africa Télésud. Vous avez fait mention de l'imprescriptibilité, pardon, des crimes de ces crimes-là. Alors à ce jour, qu'attendez-vous concrètement de la communauté internationale? Est-ce que vous comptez sur elle? Oui, notre attention, notre appel à la communauté internationale est permanent. Nous ne faisons pas un appel, j'allais dire, qu'on nous aide. Nous faisons un appel pour que nous soyons, encore une fois, vous voyez les concepts, que nous soyons cohérents. Je vous ai pris tout à l'heure la charte africaine de la démocratie. Si l'Union africaine était cohérente, elle serait la première à appliquer cette charte. Vous voyez? Donc l'appel à la communauté internationale, c'est un appel de respect, chacun respecte ses engagements. Si nous nous réclamons de ces valeurs, de ce monde des valeurs démocratiques, chaque fois que la démocratie est bafouée, tous les démocrates devraient se lever. Et là encore, vous voyez, j'aime bien, ça devient une manie, j'aime bien citer M. Sassou. Pendant le pouvoir du président Lissouba, M. Sassou a clamé partout que comme on appelle, le tyran, c'est Lissouba. Le non-démocrate, c'est Lissouba. Et lui, il appelait le peuple congolais à se révolter contre la tyrannie. Donc la communauté internationale, nous la sollicitons, nous l'invitons simplement à tenir ses engagements. Vous avez appelé à l'abstention et également au sursaut national. Alors, bon, d'un point de vue de la jeunesse, vous étiez sur les plateaux de Télésud et on a pu échanger. Oui. Et une chose qui revenait beaucoup lorsque j'ai pu échanger avec des Congolais, notamment la jeunesse, oui, c'est le désintéressement. Donc en fait, peut-être l'abstention en elle-même, la jeunesse se sent trompée, se sent désintéressée et peut-être en fait naturellement, elle s'abstiendra de voter. Mais concernant le sursaut national, pensez-vous que le peuple congolais est prêt? Mais cet appel pour nous aujourd'hui au sursaut national, il tombe à point. C'est-à-dire, on l'aurait fait il y a 5 ans, on l'aurait fait il y a 10 ans, il ne serait pas pertinent cet appel, il ne serait pas percutant. Pourquoi? Parce que la démagogie primait. Le discours du PCT avait prise jusqu'au jour où
tout le monde sait aujourd'hui que jusqu'ici, c'est l'enfumage. Je vous prends un exemple. M. Sassou a réussi à diviser les Congolais, au point où certains pensaient qu'à Oyo, les gens vivaient mieux. Et les gens pensaient même globalement, au nord, on vit mieux. Mais je vous prends un exemple cynique peut-être, mais monsieur, le dernier ministre de M. Sassou est décédé où? C'est pas à Oyo, c'est pas dans un hôpital de Wando. Pourquoi? C'est pas par luxe, c'est parce qu'il n'y a rien là-bas. Donc, cet appel au sursaut pour nous aujourd'hui, il y a toutes les chances qu'il soit entendu, parce que le Congo touche du doigt la réalité. Il touchait du doigt hier, mais il avait les yeux, j'allais dire, brouillés par les mensonges du régime. Aujourd'hui, les masques sont tombés. Et même parmi les opposants, on sait maintenant, c'est pour ça que j'ai fait cette parenthèse de l'histoire, on sait maintenant qui est dans la ligne de la conférence nationale, qui est dans la ligne de la dénonciation du coup d'État de 97 et qui est dans la ligne de la révolte du peuple congolais en 2015. Et je crois que c'est une ligne de démarcation intéressante. Ceux qui ne sont pas sur cette ligne-là, c'est ceux qui font le yo-yo. Ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent. Donc, ce que je dis à la jeunesse aujourd'hui, j'ai presque rien à leur dire. Ils vivent la réalité, ils savent. Mon appel, ce n'est pas pour leur faire prendre conscience. Je n'ai pas la prétention de faire prendre conscience à qui que ce soit. Ils savent, ils en sont conscients. Voyez, ce qui manque, c'est le déclic et peut-être un message mobilisateur. Notre message mobilisateur aujourd'hui, n'en déplaise au régime de M. Sassou, c'est que nous avons un leader, ce que nous n'avions pas en 2016. Voyez, 2016 nous a permis de révéler des leaders. Nous ne les avions pas avant. Aujourd'hui, nous avons un leader. Je le dis à tous les Congolais. J'ai été le premier, parmi les premiers en 2016, sur la place de Paris, mon ami Jules vient d'arriver, à appeler la candidature de Jean-Marie Michel Mokoko. Je suis peut-être encore le premier aujourd'hui à dire aux Congolais, Monsieur Mokoko n'est pas fini. Jean-Marie Michel Mokoko n'est pas mort. Il est vivant et il est dans la même détermination qu'en 2016. Faisons tout pour le libérer et il ne sauvera pas le Congo. Il nous accompagnera dans cette lutte. Et vous parliez également, donc, parlant de M. Mokoko, vous parliez de la libération des prisonniers politiques comme étant une condition. Et alors, je paraîtrais peut-être dénué de toute espérance, mais dans la mesure où il n'y aurait pas ce sursaut national, par quels moyens parviendrez-vous à tordre le bras à M. Sassou, si ces élections semblent gagnées d'avance? Alors, nous savons, et ça, ce n'est pas une révélation, M. Sassou ne gagnera jamais une élection au Congo. Il n'a pas gagné hier, c'est surtout pas aujourd'hui qu'il va la gagner. Donc, ce n'est pas par les urnes que nous pensons battre M. Sassou. Nous pensons battre M. Sassou sur les bases même, sur la même base qu'en 91. Vous me direz, en 91, il y a eu un facteur catalyseur qui est l'appel de la Baule. Mais l'appel de la Baule n'est venu qu'au dernier moment. J'allais dire, la contestation était déjà permanente. La fronde est là. Et nous avons vu, j'allais dire, la sortie de 2015. Donc nous savons que les Congolais en ont marre, le peuple congolais est désabusé. Nous pensons que nous allons faire la pression, faire monter la pression. Et je vous l'ai dit, et je pense que vous faites bien de le dire, je suis passé sur votre antenne il y a quelques jours, quelques semaines. Nous sommes convaincus que l'adversaire aujourd'hui, c'est le peuple congolais. Le peuple congolais qui tire le diable par la queue en a marre, et nous pensons qu'il y aura un jour un déclencheur qui fera que la pression va monter. Je ne pense pas qu'on aille dans les rues, mais vous savez, quand on a fait ce que j'appellerais presque littéralement la révolution de 91, personne n'était dans les rues. Pourtant, les rapports de force, dans les coulisses, on a travaillé pour mettre tout le monde autour de la table, y compris les dignitaires du PCT. Donc nous croyons qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Nous finirons par obliger M. Sassou à s'asseoir avec nous ou nous nous asserrons sans lui. Oui, il y a aussi ce qu'il faut tenir en compte également, c'est il y a une nouvelle génération des Congolais qui arrivent. Et l'un des objectifs de cette conférence, c'est de rappeler les principales, rappeler à la jeunesse que au Congo, en 1991,
qu'il y a eu une conférence nationale qui a consacré le pluralisme politique, la séparation effective des pouvoirs, la bonne gouvernance, le respect des libertés publiques et l'organisation d'élections libres, que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Alors, actuellement, notre pays est dans un état je vais dire, comment dire, chaotique, et les Congolais ont toujours eu, dans notre culture, on a toujours eu, Bantou d'abord, et puis congolaise par la suite, on a toujours eu cette sagesse de se dire, au lieu d'aller se battre, mais on se retrouve tous ensemble. Et la conférence nationale, c'était ça l'esprit de la conférence nationale. Et il est important de rappeler ça aux jeunes. Parce que depuis 1997, ou un peu avant, cette jeunesse-là, qui ne connaissait pas ce qui s'était passé avant, qu'est-ce qu'on s'était dit, aujourd'hui, je ne sais pas si la conférence nationale est inscrite au programme à l'éducation nationale, je ne sais pas au Congo, mais c'est un fait majeur au Congo. On n'a jamais eu une messe aussi importante là où, en toute souveraineté, les Congolais se sont retrouvés autour d'une table pour parler de leurs problèmes. J'ai peut-être cru comprendre que vous souteniez, pas qu'il soit en prison, la présidence de M. Coco. Mais à ce jour, avez-vous, peut-être que je n'ai pas été à jour, mais avez-vous un candidat à présenter à ce jour? Tout au long de notre discussion, nous avons évoqué que nous n'allons pas à cette élection. Non, pas pour cette élection de 2026. Pour la suite, oui. Pour la suite, le problème se pose en termes de candidats. Le problème se pose en termes de dialogue national pour redéfinir les conditions, pour redéfinir un projet politique national et repartir sur la base de nouvelles bases. Donc les élections, ce qui est pragmatique, c'est qu'après le dialogue, c'est plutôt une transition qu'on aura. Et après la transition, on remettra en place un système démocratique avec les différents candidats. Voilà. Sauf si Zéna veut faire une intervention. Oui, je voulais juste revenir sur les 3 préalables non négociables. Oui. Est-ce que c'est les bons mots ou bien c'est juste question de faire genre? Parce que quand vous dites non négociable, vous avez en face de vous un pouvoir devant lequel vous butez depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui ferait que ce pouvoir cède, qui ne négocie en rien de ces 3 points? La libération sans condition. Vous allez me dire peut-être qu'est-ce que la DPCO, la FOC ont fait les 2 entités depuis que vous êtes là il y a 3 ans. La FOC est là un peu plus de temps. Qu'est-ce qui a été fait concrètement pour que ces hommes soient libérés, pour que vous posiez cela comme un préalable non négociable? Qu'avez-vous fait et quel, je dirais, pouvoir coercitif a été exercé, soit par vous ou par vos alliés, sur ce pouvoir pour que la situation change? Ça, c'est d'abord sur ce premier point que vous posez en préalable. Le deuxième préalable, c'est l'adoption d'une amnistie pour les compatriotes exilés. Vous demandez au pouvoir de s'assurer pour le faire. Quels moyens avez-vous pour le contraindre de le faire? Et après, vous nous dites organiser un dialogue national. Mais c'est toujours lui qui veut le faire. Est-ce que, en posant ces éléments sur une manière de bomber les torses pour dire nous aussi on peut, ou bien on est dans une sorte de rêve parce que ces propos ont déjà été tenus depuis longtemps, ça se les connaît, le PCT les connaît, ils les entendent, sauf qu'ils font la tour d'oreille. Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui pour faire libérer Jean-Marie Michel Moukoko? Il y a beaucoup de démarches qui sont engagées. Mais nous savons, et c'est une évidence, que c'est M. Sassou qui doit libérer Moukoko. Donc nous ne sommes pas dans la configuration de l'insurrection
du 8 juillet 1968, c'est-à-dire le peloton qui est allé sortir M. Ngwabi de prison, dans lequel faisait partie M. Sassou. Nous ne sommes pas dans cette configuration. Donc, nous pensons que nous discutons avec le pouvoir. Nous échangeons, nous avons rencontré. Là, je vous parle, l'avantage que nous avons aujourd'hui à la DPCE, c'est que je ne vous parle pas depuis la diaspora. Je vous parle au cœur de l'opposition. Nous travaillons avec la Fédération de l'opposition, avec Jean-Félix Delvatello. Donc nous savons ce que nous entreprenons comme démarche vis-à-vis du PCT, comme vis-à-vis des autres partis. Oui, nous sommes dans des discussions, et dans ces discussions-là, nous posons comme condition la négociation, la libération des prisonniers. Les trois conditions-là, nous les posons au PCT, et nous échangeons avec le PCT. Au-delà de ça, je ne peux pas vous dire autre chose que ce discours officiel et formel. Et je vous répète, là aussi, ça peut paraître un vœu pieux, mais je crois que là aussi, j'aime bien citer encore M. Sassou. M. Sassou nous a sorti il n'y a pas longtemps que le Congolais a la mémoire courte. Vous vous rappelez, quand il a parlé justement des Koulouna. Alors, chers compatriotes, cessons d'avoir la mémoire courte. Rappelons-nous, M. Siamakoso, pour revenir à votre question, qu'en 1991, nous avons arrêté la machine PCT. Nous avons pu l'arrêter. Et nous pensons aujourd'hui, je ne vous donne pas une échéance, mais nous savons que 2026, 2027, quelle que soit l'année, nous arrêterons le PCT. 2050 aussi. Hein, on peut même aller jusqu'à 2050. Et c'est ça la différence, Sir Makosso. Je vous ai parlé du concept de clairvoyance, peut-être qui vous a échappé. La clairvoyance, c'est aussi ça. Lever le nez, malgré on est devant un obstacle, nous voyons plus loin que l'obstacle. Ici, tous les Congolais connaissent l'obstacle. Tout le monde est presque défaitiste, on veut abandonner. Mais nous savons que nous en sortirons. Voilà. Je ne peux être que dans les principes. Mais c'est des principes forts que nous posons aujourd'hui, parce que c'est avec les principes qu'on construit un projet. Alors, à vous entendre, Jean-Noël Mabiala, c'est que vous parlez avec le pouvoir. Entendre ici, c'est une très bonne chose, parce que ça permet de revenir dans la réalité, que c'est le pouvoir qui tient Mokoko, donc vous pouvez parler du cabri ou bousculer dans tous les sens. Pour l'instant, ça n'a pas donné grand-chose. On va essayer de parler de l'armée, en fait. Vous avez évoqué cette armée qui elle-même est muette aujourd'hui. Enfin, on l'appelle déjà la grande muette, mais elle est encore plus aujourd'hui par rapport à la situation devant laquelle M. Oboa et consorts l'ont placé. Est-ce que vous êtes convaincu que une partie de la solution que vous cherchez pourrait venir de cette armée si elle reprenait ses habits républicains? Oui. La réponse est oui. Si vous avez suivi, c'est vrai que c'est subliminal mon message. Je vais juste arriver. Excusez-moi. Après, vous avez souvent cité les hommes. Vous n'avez cessé de citer Mokoko. Citez-nous un homme aujourd'hui qui pourrait faire l'affaire. Vous voyez, Sir Makosso, cette question m'a été posée en 2016. En 2016, et c'est les gens du PCT qui parlent de cette situation. Vous aussi m'accuser du PCT, c'est pas grave. Non. En 2016, les gens voulaient savoir quels sont les... J'ai eu des questions brutales du style, vous qui soutenez Mokoko, vous connaissez peut-être les gens de Makwa qui sont avec Mokoko. Comme ça. Donnez-nous la liste des officiers de Makwa qui sont avec Mokoko. Donc, vous voyez, je ne peux pas aujourd'hui vous dire, en termes d'hommes, non. D'abord, mon propos a été clair. Permettez-moi de finir, silence. Mon propos a été clair. Nous n'entendons pas exposer un autre compatriote que ceux qu'on a déjà sacrifiés. Mokoko est aux conditions en prison aujourd'hui. Nous n'entendons pas en exposer un autre. Mais dans le fond, vous avez compris ma démarche. J'ai posé comme problème la militarisation de l'armée, et la militarisation de la politique et la politisation de l'armée. Et j'ai proposé comme solution de désarmer l'espace politique. Donc, quand je dis ça, ça veut dire que j'entends coopérer, nous entendons coopérer avec des militaires, nous entendons nous adresser à ce qui reste de franges républicaines dans l'armée. Et il y en a. Vous voyez? Mais je me garde, et ça c'est une question facile, je me garde de dire que M. Mokoko va compter sur ses amis dans l'armée. Ce n'est pas ça le propos. Ce n'est pas une question de Mokoko tout seul. Nous savons qu'il y a des compatriotes militaires qui ne sont pas satisfaits du dévoiement de leur mission. Quand vous entendez M. Oboa parler,
vous pouvez savoir, nous sommes tous Congolais, dans nos familles, il y a des militaires. Vous savez que nombreux n'apprécient pas ce discours-là, j'allais dire ce dérapage. Donc oui, il y a des militaires républicains et j'adresse, en regardant la caméra, je leur adresse ce message. Je n'ai même pas besoin de leur parler, ils savent. Un jour, le Congo créera les conditions de leur retour à la caserne en toute responsabilité. Ils pourront contribuer eux-mêmes à ce désarmement, à cette dépolitisation de l'armée. Encore une fois, Mokoko a contribué en 1991 à arrêter la folie qui aurait voulu qu'on mette l'armée pour mater les gens. Et je vous répète encore sa formule, en 2016, il a refusé de faire recours, de lancer un appel aux militaires, il a refusé d'engager un bras de fer militaire parce qu'il a dit qu'il préfère perdre cette bataille-là que de la gagner avec le sang des Congolais. Ça, c'est fondamental. C'est un message fort, c'est un message républicain, mais pour moi, c'est un message, vous voyez, quand j'ai parlé de la tête de Cabri, ça peut faire sourire, c'est parce qu'il faut une dimension spirituelle dans ce combat aussi. Il faut une dimension spirituelle dans ce combat. Et ce propos-là, il n'est pas que banal. Oui, pour terminer, nous croyons qu'il y a des compatriotes militaires qui, le moment venu, j'allais dire, soutiendront l'élan de la population qui veut mettre un terme à l'hérésie d'aujourd'hui. Pour cela, il faut que Mokoko soit dehors. Alors, en tout cas, qu'il soit dehors ou pas, des militaires républicains, il y en a. Et nous pensons que une fois dehors, c'est même pas une fois dehors, vous savez, quand on a libéré Mandela, ce n'est pas des militaires qui l'ont amené au pouvoir. Vous voyez, c'est des citoyens qui l'ont amené au pouvoir. Voilà, comme il nous reste une demi-heure et que je pense qu'il y en a pas mal qui voudraient intervenir avant la conclusion par le président. S'il y a des invités qui souhaitent intervenir ou poser des questions. Alors, dans l'ordre, si tu permets, dans l'ordre, je pense que Jean-Richard avait une déclaration le plus court possible et après la parole peut circuler pour qu'on ait des autres questions. Je dis prévu une parole un peu constituée puisqu'il m'avait prévenu un peu dans ce sens. Après, on peut prendre. Les enseignements d'un acteur politique, homme d'État. En son temps, lors de l'une de mes visites, là où il était obligé de venir s'installer au sortir des événements de mars 1977, et là où la vie lui a été reprise, il me dira ceci. Lui qu'il était ministre de la République à l'âge de 25 ans. Malheureusement, des années après, depuis que 68 était passé par là, les années se sont écoulées. Parce que l'équipe qui a été dégommée en 68, eux se disaient non, le peuple va venir nous rechercher, nous allons continuer à travailler. Et donc ce monsieur est parti à l'âge de 80 ans et plus. Il est parti comme un lion blessé. Un lion blessé. Et il m'avait dit, il m'avait enseigné que dans la vie, il faut 10 ans. 10 ans. Pour qu'un processus qu'on a mis sous terre commence à porter des germes. Je ne veux pas beaucoup parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête déjà à cet enseignement-là. Et je le vois en 78 se retrouver à l'étranger, pendant que tous ses amis étaient passés à la trappe. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, la justice humaine passée sur le corps de ses amis
Et pour finir, je demanderai comment on appelle ça, parce que le temps nous échappe, je demanderai que nous sollicitons hein, que vous nous donnez la liste sur tous les contacts des présents, parce que notre déclaration, il faut qu'elle puisse avoir un sens. Nous avons beaucoup parlé. Je vous dis, nous nous sommes retrouvés à Lyon, à la DPCE. Nous vous avons conviés à Paris, vous êtes venus nous rendre visite. Et de cette visite, nous sommes venus à Lyon. Voici le résultat de Lyon. Parce qu'on a compris que beaucoup de Congolais parlent, mais il faut apporter le savoir et la connaissance. Et j'ai pas pu être avec vous comment on appelle ça, à Nice. Souvent les gens parlent du nom. Mais pourquoi je n'arrive à là, je ne vous cache pas, c'est 4 décennies. Et si j'ai la force aujourd'hui, c'est 4 décennies de résilience. Mais 4 décennies, je peux être sûr dans 3 décennies et quelques années, donc pratiquement dans 35 ans, la République du Congo va commémorer les 100 ans de son existence en tant qu'entité reconnue. À mes côtés, j'ai le pasteur qui me dit, l'acteur politique, je dois avoir la pondération. Mais loin du Seigneur, homme de Dieu, mon intérieur bouillonne. Je le dis, à chaque chose son temps. Donc, nous reviendrons par rapport à ce document. J'ai demandé dans la base, au-delà de la famille, qu'on puisse rédiger, que je puisse avoir un mot de circonstance bien structuré. Mais permettez-moi, avant de finir, je donne la parole à Gaston, parce que même 1-2 minutes, et nous vous remettons ce document-ci. C'est un travail, non, je veux bien, parce que quand nous vous avons accompagné, parce que nous savions, et nous avons dit, voilà. Et avant que nous venions, nous vous avons fait une note pour préciser notre, voilà. Donc nous vous donnons ce document, parce que nous pensons qu'il faut laisser des traces. Je vais faire court. Karl Marx disait, les philosophes ont interprété le monde de différentes manières. Il faut maintenant le transformer. Les hommes politiques congolais, les dirigeants associatifs, militants et les individualités ont interprété le problème congolais de différentes manières. Il faut maintenant le transformer. Nous avons un système qu'on appelle une tyrannie. Beaucoup de questions ont été posées par Ziana TV. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire accepter au régime en place la conférence nationale souveraine, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire sortir les prisonniers politiques, par exemple? Il faut leur apporter une solution. Je vais vous donner ma solution en tant qu'auteur. Avant de la donner, je voudrais souscrire véritablement à tout ce que vous avez dit. Nous sommes dans la même longueur d'onde. Je peux produire ouvrage par ouvrage qui affirme tout cela. Seule la seconde conférence nationale souveraine congolaise pourra bousculer le pouvoir en place. Et il faut le faire parce que nous sommes la société civile. Moi, je ne suis pas un politicien. Parce que je suis homme de Dieu, je suis de la société civile. Il faudrait la seconde conférence nationale souveraine. Si le pouvoir en place
ne veut pas de la seconde conférence nationale souveraine, c'est que le pouvoir en place considère le peuple comme des bonariens. Alors, nous organiserons la désobéissance civile. En dehors de la désobéissance civile, nous avons une autre arme. Mais pour que cette arme soit réalisable, il faudrait qu'en diaspora, toutes les têtes d'affiche, tous les leaders d'opinion, tous les leaders associatifs, tous les militants et toutes les individualités se rassemblent pour constituer un bouclier. C'est quoi le bouclier? Un bureau organisationnel unissant les Congolais libres internationalement et inspirant un engagement révolutionnaire. Pourquoi ils vont se rassembler? Pour être la seule voix du peuple congolais. Si ça ne passe pas, on organise un gouvernement parallèle. Voilà comment on bouscule une tyrannie. Autrement dit, il n'y a pas de solution. La tyrannie continuera de nous écraser. Je vous remercie. Nous sommes une opposition qui n'est pas au pouvoir. Tout ce qu'on peut faire, c'est un travail de construction à l'ombre en quelque sorte. Et il n'y a pas dans la salle des partenaires avec qui on a déjà engagé cette réflexion-là, les représentants de l'art qui est là, on a un travail intellectuel et politique que nous avons en main. Merci de votre participation. Nous gardons espoir. Pour le peuple congolais, nous disons que nous gardons espoir et comme nous l'avons dit, le temps est le meilleur juge, mais surtout que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, dans toute l'arrogance et l'aveuglement justement de la suffisance du pouvoir, qu'ils n'oublient pas qu'il y a un juge, qu'ils n'oublient pas que la justice est éternelle. Et nous comptons justement sur ce principe fondamental pour que peut-être les gens prennent conscience qu'il y a des limites dans tout ce qu'ils font. Merci à tous et merci aux compatriotes.